bonjour, nous sommes très heureux de vous avoir avec moi ce matin. Nous sommes à la gare routière de l'information avec Gérard Ouessant, Michel Tchadja et Sylvestre Béni. Nous reviendrons sur le problème au niveau de la compagnie énergie électrique du Togo, la CET, avec des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique au Togo. Alors, au-delà des explications données par la CET la semaine dernière, qu'est-ce qu'il faut véritablement comprendre? Alors, pourquoi est-ce que les solutions proposées par le gouvernement togolais depuis des années semblent aujourd'hui ne pas marcher véritablement? En le disant, nous sommes en train de penser au cas contour global et aussi aux centrales Tekeli et autres. On va en parler avec les confrères en studio. Le port autonome de Lomé, une fierté pour le Togo aujourd'hui. Eh bien, les responsables ont fait le point. Eh bien, le vendredi dernier, apparemment, ils sont performants quand même sur le continent. Il semble qu'ils sont 4e. Alors, à quoi sert la performance du port autonome de Lomé? C'est de ça que nous parlerons dans les prochaines minutes ici à la radio. Et pourquoi les acteurs, je vais parler des opérateurs économiques aujourd'hui, qui sont au port, se plaignent toujours quand même. Ben, on va en parler. Et puis, à Sotobois, il semble que des gens sont mécontents. Et puis, la ville est assiégée depuis quelques jours. Et ça rappelle fortement ce qui s'était passé à Sokolé. On va en parler avec mes confrères en studio. Et vous aussi, au téléphone, par SMS, 93 94 96 64. Bienvenue sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM Lomé. Bonjour Michel Tchadja. Bonjour René. Bonjour aux confrères présents. Bonjour Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Sylvestre Béni. Oui, bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Tout va bien? Bon, ça va. Très bien. Bonjour Mr. Gérard. Bonjour Eric. Ouais, ça va. Tout va bien. La voix un peu cassée, hein, évidemment. C'est passé quoi le week-end? Non, rien du tout. Vous étiez à Abidjan? Non. Non, je pense qu'il y a la poussière et tout ça là. C'est le moment, hein, c'est pas, je suis pas seul. Mais pourquoi cette personne nous dit ce qu'il faut faire pour... Mais il a une casquette, il a une casquette aujourd'hui, ça veut dire que... Comme casquette c'est bien réveillé, oui, c'est bien réveillé. Les campagnes électorales s'annoncent. Ah bon. Il ressemble à un vieux animateur. Est-ce que vous allez lâcher le basket à Gérard une fois avec les Togolais, il faut s'attendre à tout. Demain, vous allez apprendre que je suis chef de parti candidat. Oui, le problème, il y a des journalistes qui sont dans les bureaux directeurs des partis politiques. Il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est conseillé. Hein. Je ne sais pas, moi, personnellement. Non, pour un temps, tu remets ta carte de presse pour un temps et après, bon, si tu reviens, tu reprends. La carrière, hein. Après, quand vous allez écrire, on va dire, oh, de toutes les façons, lui là, il est ceci, il est cela. Et bon, moi, je préfère pas. Même s'il le faut, ben, pourquoi pas en coulisses, tranquillement, le travail professionnel, quoi. Alors, les élections législatives et régionales auront lieu le 13 avril. C'est connu maintenant. On sait que d'ici la fin de ce mois de février, il va falloir faire acte de candidature pour aller remplacer peut-être ceux qui sont là à l'Assemblée actuellement. Peut-être qu'on ne fera pas ici et maintenant le bilan. C'est vous, Michel, vous vous rappelez, à l'heure du bilan, vous voulez dire, mais il faut que les Togolais ouvrent les yeux pour ceux qui vont les représenter prochainement à l'Assemblée nationale. On y est là. Oui. Non, ça c'est clair. C'est clair que peut-être on n'a pas eu le temps de faire suffisamment donc cet exercice, en tout cas ce débat, hein, peut-être sur 2-3 semaines, voire un mois, sur le bilan de l'Assemblée nationale. En tout cas, le bilan on va dire, des assemblées nationales qui sont succédées depuis la mouvance démocratique jusqu'à ce jour. Et qu'est-ce que ces assemblées successives ont donné comme vraiment du bien au peuple togolais? Si nous prenons celle qui est sortante, la législature actuelle, bon, nous n'avons pas beaucoup à dire, parce que, vous savez, comme les précédentes aussi, le vrai problème, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Sur ce point, c'est l'essentiel, parce que l'Assemblée n'a que 2 rôles. Oui, voter les lois. Oui, on vote les lois, on contrôle l'action du gouvernement, voilà. Et puis on informe aussi. On informe. Oui, voilà. En tout cas, par l'intermédiaire des représentants, il faut interpeller les membres du gouvernement pour expliquer sur des situations données. Là-bas, c'est vraiment silence radio. 0 pointé? Non, 0 pointé. Okay. À ce niveau, vraiment, nous n'avons pas grand-chose à dire, parce que contrôler l'action gouvernementale, ma foi, c'est un exercice difficile par rapport aux parlementaires que nous avons.
Et ce n'est pas ceux-là seulement. Les précédents aussi, c'est pratiquement la même chose. Ça dit qu'on vote les lois, ça c'est bien. Mais contrôler l'action gouvernementale, aider les populations à comprendre qu'est-ce qui se passe à des situations précises, nos élus sont absents. Pourquoi c'est aussi compliqué pour les élus de contrôler l'action d'un gouvernement? Mais avant, on disait que c'est les partis, en tout cas, c'est les mêmes, disons, d'un parti politique qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Mais peut-être qu'ils couvrent leurs amis de l'exécutif. Mais on s'est rendu compte quand même l'opposition était là aussi. C'était difficile. Et ceux-ci n'arrivaient pas à faire grand-chose. Parce que peut-être aussi c'était en minorité. Ah, bon, même si vous êtes une minorité, en tout cas, vous avez le droit de vous faire entendre. Donc, on se pose la question aujourd'hui. Nous allons bientôt aux élections pour renouveler notre Assemblée nationale. On va continuer comme ça à, d'abord, voter des gens qui nous aident pas à comprendre l'action gouvernementale. Aider des gens, élire des gens qui ne vont pas chercher à comprendre à tel niveau pourquoi ça se passe comme ça. Pour que les populations soient édifiées, il faut que les Togolais et les Togolais réfléchissent. Je ne vais pas pour le moment revenir sur l'action de certains députés à l'Assemblée nationale, surtout cette dernière mandature, où certains se sont retrouvés comme ça à l'Assemblée nationale. Ils se croyaient des plus intelligents, ils se croyaient vraiment avoir le don de quoi sur le reste de la population. Il faut les voir dans leur sortie, que ce soit sur des vidéos ou quoi. Mais ils agacent la population. Il faut que les Togolais ouvrent les yeux, qu'on n'ait pas ce genre de députés encore à l'Assemblée nationale. Il faut que les gens fassent cet effort, mais pas moi quand même, mais que les gens fassent cet effort pour que ceux qui iront à l'Assemblée nationale, quand même, qu'ils aient une décence, qu'ils aient une considération envers les populations, qui ne se considèrent pas comme les plus bons du monde, les plus intelligents. C'est pourquoi ils se sont retrouvés là-bas. Mais tout ça, est-ce que c'est pas le peuple en réalité qui a interrogé? C'est-à-dire que le peuple qui vote des gens, qui leur dit qu'il les représente en réalité, c'est pas totalement ça. De quel peuple Oh bon, il y a des élus très responsables à l'Assemblée nationale. Il faut pas. Il y a des élus très responsables à l'Assemblée nationale. Il y en a qui vraiment, c'est pas, ils ont des comportements déviants carrément. Ils se comportent comme si à chaque fois qu'on les ouvre des micros, mais il faut voir ce qu'ils racontent aux gens. Et ces gens-là, vous allez les faire retourner à l'Assemblée nationale. Et ça, vous avez au moins la chance d'écouter. Moi, ce que je dis là, il y a des gens qui m'écoutent, ils savent de qui je parle. Ces députés, ils sont encore là. Attendez, il faut les barrer la route. Il y en a qui sont à l'Assemblée nationale depuis 5 ans qui n'ont même pas ouvert leur bouche. Bon. Ça, vous savez ça aussi? Oui. Bon. C'est... En tout cas, je ne représente pas le peuple, mais je me dis... Oui, mais attendez, on est libre d'opinion. Oui, non, mais je dis que... Vous êtes dans la masse. Oui, je suis dans la masse, mais je dis que comme tous les autres, il faut que nous, en tout cas, révisions notre manière de voir. C'est pas quelqu'un qui vient devant vous, il sait bien parler, il est en cravate, il vous dit, il va faire, que vous allez dire comme ça. Non, il faut commencer à refuser un certain nombre de choses. Les députés, il y en a qui sont qui respectent. À chaque fois qu'ils prennent la parole, vous voyez qu'ils respectent la population. Ils parlent avec vraiment beaucoup d'égards choses à la population. Mais il y en a, mais je vous assure, c'est comme ils ont le fait d'aller seulement à l'Assemblée nationale, c'est comme ils ont les Nations Unies en main. Ils ont, c'est-à-dire, ils parlent comme si après il n'y a personne, quoi. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors, Sylvestre Béni, sur le sujet, les populations, qu'est-ce qu'elles votent généralement? C'est la personne qui est devant ou c'est le programme? Bon, encore qu'un député ou un préposé qui vient vous dire je vais vous construire des salles de classe et qu'on sort, on sait que c'est tout faux, quoi. Non. Un député, c'est pas sa mission. Maintenant, si il le fait, on peut dire que c'est un champ de conscience, hein? Parce qu'on connaît le rôle, Michel l'a rappelé, des députés. Ils contrôlent l'action du gouvernement.
ils votent les textes de loi aussi. Mais je crois personnellement que le Parlement accidenté que nous avons eu pour la 6e législature. Comment accidenté? Non, c'est un Parlement accidenté parce que, vous savez, on connaît... Vous avez des mots ce matin, hein? On connaît les conditions dans lesquelles cette 6e législature a été installée. Certains, vraiment, dans leur rêve, ne peuvent jamais avoir au moins l'image là qui seront un jour au Parlement. Et donc, vous avez vu tout ce qui se passe, des députés qui refusent donc les débats au niveau donc du Parlement et qui viennent les faire sur les réseaux sociaux. On en a tellement trouvé. En réalité, c'est-à-dire que les gens, il y a même certains qui ont chanté quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Donc, ça veut dire qu'en réalité, bon, on se retrouve devant le fait accompli, on se retrouve devant le fait. Donc, bon, voilà quoi. Allons-y, on a pris. En réalité, c'est ça. Ce Parlement que nous avions eu, en fait, il y a véritablement une scission entre le peuple et ce Parlement. Je le disais la dernière fois avec juste une image. Les Togolais, au moment où les Togolais disent qu'ils ont fait, au Parlement, on votait une loi sur le nucléaire. Vous voyez un peu la distance entre le peuple et les députés. C'est-à-dire que les gens ont faim. Les gens manifestent, les gens disent que non, la vie devient chère et tout. Et les députés, au lieu donc de faire une proposition de loi qui attrait donc la vie chère et tout ça, mais au Parlement, le peuple l'a dit, il y a la vie chère et puis au Parlement, on vote sur le nucléaire. Voyez-vous, donc, c'est cela que nous avons eu. Pendant donc 5 ans, ils ont fait 5 années. Bon, j'ai écouté la dernière fois au moins un groupe parlementaire qui se plaît. Donc, c'est une fierté pour ce groupe-là d'avoir au moins fait 4 propositions de loi sur 5 années. Vous voyez? À raison de moins de 1 par an. Moins de 1 par an. C'est-à-dire, sur 5 années, ils ont fait 4 propositions de loi. Et ils disent qu'au moins, eux, ils sont fiers, quoi. Ils ont au moins fait quelque chose. Oui, justement, ils ont fait quelque chose. Mais lorsque vous voyez même les propositions de loi qui ont été faites, je me dis que c'est également entre le jour et la nuit. Voyez-vous, donc, au moins, c'est, disons, que, voilà, quoi, ils vont passer véritablement. Parce que ce Parlement n'a jamais réussi à contrer l'action du gouvernement. C'est-à-dire que les mêmes qui sont là pour contrer l'action du gouvernement, c'est les mêmes qui, déjà, à la vie des ministres, à la vie d'Atavi et tout ça, d'Atavi. Vous voyez, donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas su mettre en valeur donc leur titre de député. Quand est-ce que chez nous aussi, on peut avoir des parlementaires qui sont de la majorité au pouvoir, mais sur certaines questions, prennent des positions distantes quand même de la majorité. Oui, mais quand est-ce qu'on aura ça? C'est cela. Dans les grandes démocraties, on voit ça tous les jours. Notre problème aussi au Togo, et généralement aussi en Afrique, bon, notre problème c'est que les gens sont plus militants que députés élus de la nation. C'est pourquoi vous ne verrez jamais un député et donc de l'opposition et un député peut-être du parti au pouvoir se retrouver et à 2 ou à 3 faire une proposition de loi. Oui. Vous ne le verrez jamais. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'un député de UNI et un député, je ne sais pas, de l'ANC, tout ça, et qui se retrouvent et qui portent une proposition de loi en faveur de... Vous ne le verrez jamais. Mais les gens ne sont là que juste pour défendre les intérêts donc, de leur parti. En réalité, c'est cela. Et donc, le peuple, bon, passe inaperçu, quoi. C'est pas cela. C'est pas leur tasse de thé. Voyez-vous? Et même sur certains, comme tu l'as dit, sur certains dossiers, un député, qui soit même de la mouvance présidentielle ou de la majorité, lorsqu'on envoie un projet de loi, ce député, au nom donc de ce rôle-là qu'il incarne, c'est-à-dire un élu de la nation, il peut refuser de voter cela. Mais au Parlement, c'est-à-dire que les consignes sont déjà données même à la dernière réunion du parti, avant qu'on ne vienne donc à l'Assemblée. Et donc, lorsqu'on envoie, donc, tout le monde lève la main. C'est-à-dire que ça passe comme il n'y a même pas de débat sur certains projets de loi. Non, ça vient seulement, ça passe dans les circuits. Une fois donc au Parlement, rapidement on lève la main et puis bon, basta quoi. C'est pourquoi les gens peuvent se retrouver et même faire voter, adopter au moins 6 propositions de loi ou 4 projets de loi. Pardon, 4 projets de loi ou 5 au cours donc d'une session. C'est parce qu'il n'y a pas de débat.
Voyez-vous, il n'y a pas de débat. Donc, on lève seulement la main et puis bon, voilà, le projet numéro 1 est adopté. Projet numéro 2, ils sont pour. On lève la main et puis bon, c'est fini. Et on continue. En réalité, c'est cela. Regardez un peu ce qui s'est passé au Sénégal la dernière fois. Oui. C'est-à-dire que c'était des débats houleux. On voit même dans certains pays, des gens en arrivent même au coup de poing. Oui, bon. Parce qu'on veut, bon, c'est pas élégant. C'est pas élégant. Mais ça veut dire que c'est la portée des débats. C'est-à-dire que les gens veulent en réalité que ce soit quand même de bonnes choses qui soient adoptées. Mais ici, non, quoi. C'est-à-dire que oui, quoi. C'est en fait une institution d'enregistrement des projets de loi. D'accord, on parle souvent de caisses d'enregistrement. Oui, de caisses d'enregistrement. Alors, les auditeurs aussi peuvent participer au débat. Hein. Pour l'instant, nous envoyons juste des messages par SMS et par WhatsApp sur le 93 94 96 64. Alors, Gérard Ouessant, sur le sujet, l'Assemblée nationale, en réalité, c'est le haut lieu de la démocratie. Est-ce qu'on a atteint ce niveau chez nous aussi, aujourd'hui? Le haut lieu de la démocratie. Ah oui, mais attendez, oui, bien sûr. D'abord, il faut se poser la question si on est en démocratie, avant d'atteindre le haut lieu. Non, ça veut dire que c'est l'endroit où quand même se manifeste la démocratie. C'est des gens qui ont été choisis par le peuple pour les représenter. D'accord. Est-ce que nous, on est en démocratie? D'abord, c'est la grande question. Bon, moi, je me dis... oui, on est en démocratie, non? Bon, moi, je n'en suis pas si sûr. Ah, d'accord, très bien. Ouais, d'autres vous diront qu'on est on est en train de construire une démocratie. Ah, très bien. Mais ce qui est sûr au Togo, on n'est pas encore en démocratie. C'est un vernis de démocratie. Si on était en démocratie, il y a certaines choses que nous ne ferions pas. Je ne suis pas en train d'indexer ceux qui dirigent le pays. Hein. Je suis en train d'indexer nous-mêmes. C'est-à-dire que quand nous allons, par exemple, casser des pancartes, déchirer des affiches et tout, est-ce que c'est la démocratie? Est-ce qu'il y a expression de la démocratie? Puisqu'on empêche l'autre d'afficher son message, parce qu'on est de l'opposition. Est-ce que nous sommes en démocratie quand on empêche des opposants d'aller prêcher leurs bonnes paroles, entre guillemets, dans certains endroits du pays? On n'est pas non plus en démocratie. C'est pour ça que moi je dis il faut poser la question fondamentale. Est-ce que nous sommes d'abord en démocratie? Moi je crois que dans tout cela, Sylvestre a parlé tout de suite de 4 propositions de loi en 5 ans. Moi j'ai envie de lui demander, mais qu'est-ce qu'on en a fait? 4 propositions, mais est-ce que ça a donné quelque chose? Si 4 n'ont rien donné, mais pourquoi moi je vais perdre mon temps à en faire 100? Puisque les 4 que j'ai fait, ça n'a rien donné. C'est comme nous au lycée, on allait se plaindre chez le proviseur que l'enseignant là, il n'enseigne rien. Il revient tout furax, il nous dit, mais le peu que je vous ai enseigné, vous n'avez pas encore appris, vous allez vous plaindre que je n'enseigne pas beaucoup. C'est un peu ça aussi. Parce qu'on en fait peu, mais ça ne donne rien. Pourquoi multiplier alors les propositions de loi? Moi, je crois que les systèmes dans lesquels on évolue influent beaucoup sur la qualité des institutions. En le disant, vous pouvez penser au Sénégal? Bon, aux différents pays africains. D'accord. Ça dit que quand la démocratie, quand la dictature est très, très dure, vous voyez les institutions qui patinent aussi, qui ne fonctionnent pas bien. Et plus on est en liberté, dans un régime libéral, mais plus les institutions, mieux les institutions fonctionnent aussi. Et donc, il faut se poser la question d'abord, est-ce que le système dans lequel nous sommes permet aux institutions de fonctionner au mieux? Voilà la question. Parce qu'il ne sert à rien, selon moi, de critiquer les institutions sans se poser la question du pourquoi des choses. On dit la personne est malade. La personne a tout le temps la malaria. Est-ce qu'elle dort sous une moustiquaire? Est-ce que son environnement est assaini? Est-ce qu'il a une bonne immunité? Voilà des questions. Mais si on se dit, oh, toi tu es tout le temps malade, oh, toi tu vaux rien tout le temps malade, l'enfant là il est tout le temps malade. Non, regardez si l'enfant vit dans un environnement qui lui permet d'être en bonne santé. Est-ce que notre environnement politique permet aux institutions de bien fonctionner? Vous dédouanez un peu la mandature là, actuelle, par exemple, contrairement à ce que dit Michel, qu'il y a des gens là-bas qui n'ont rien foutu durant 5 ans. C'est un constat qui est réel, qui est vrai, ce qu'il a dit. D'accord. Mais maintenant, la cause de ce constat, c'est à ça que moi je reviens. Lui, il a fait un diagnostic, la personne, l'Assemblée nationale est malade, et c'est vrai. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle est malade? C'est la question que moi je me pose. Peut-être parce que aussi le peuple ne lit pas les bonnes personnes. C'est possible. C'est possible. C'est-à-dire qu'il a parlé de plusieurs mandatures. Et les mandatures se sont succédées et elles étaient tous médiocres. Alors si c'était une seule mandature, on peut la critiquer. Mais si toutes les mandatures ont subi le même sort, ont eu le même sort, alors il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une cause pour ces genres de choses? Ce qui est sûr, c'est que l'exécutif
a une importance réelle dans une république. L'exécutif peut beaucoup influencer le législatif, le judiciaire et tout ça là. Et moi, je crois qu'au Togo, il faut se poser des questions sur ce que le rôle de l'exécutif. Mais aussi, il faut se poser, vous l'avez dit, poser des questions sur la qualité de nos députés. Est-ce que nous faisons de bonnes élections? Si les élections sont précipitées, c'est normal qu'on ne connaisse pas les candidats et qu'on choisisse les mauvais. Qu'est-ce qui nous dit que on dit que ceux-là qui sont les sortants n'ont pas fait de proposition de loi, tout ça là. Qu'est-ce qui nous dit que ceux-là que nous allons prendre, si nous les changeons, hein, les nouveaux, est-ce qu'ils seront mieux? Oui, c'est pour ça que Michel disait qu'il va falloir que les populations ouvrent les yeux dans cette affaire. Voilà. Donc, pour que les populations ouvrent les yeux, d'abord, il faut que les élections se passent dans de bonnes conditions. Ça veut dire que nous connaissons bien les candidats. Ça veut dire qu'on a fait de bonnes campagnes. On ne va pas voter quelqu'un parce que il est beau. On ne va pas voter parce qu'il est de notre village. On ne va pas le voter parce qu'il parle du bon français. Non, des considérations comme ça. Il faut que les élections soient bien organisées, qu'on mette le temps qu'il faut pour les organiser. Et deuxième chose, pour finir, il faut une qualité des citoyens. Parce que les citoyens ont parfois des qualités très médiocres. Quand un intellectuel vote, ce n'est pas la même chose que quand un ouvrier vote. Non. Ce n'est pas la même chose que quand un illettré vote. Ce n'est pas la même chose que quand quelqu'un qui n'a pas de culture politique vote. Donc, il s'agit maintenant, dans certains pays, vous voyez un menuisier, le matin, il prend le journal, il lit. Oui, c'est à peu près, vous voyez dans le train, tout le monde lit un peu dans le canard et tout. Mais alors qu'ici, chez nous, nous sommes tellement loin de comprendre les choses parce qu'il n'y a pas les conditions. On a des radios, combien de productions il y a, d'émissions politiques réelles, où vraiment, on peut se dire, en écoutant cette émission, j'ai appris 2 ou 3 choses, de vraies choses, quoi. Et dans nos journaux, c'est pareil. À la télé, c'est pareil. Donc, il y a un problème d'éducation de la population qui se pose depuis l'école. D'éducation politique. D'éducation politique à l'école, mais aussi éducation de masse. Mais pour que chacun comprenne au moins. Vous voulez dire maintenant que c'est fait à dessein aujourd'hui? Je ne sais pas, mais je sais seulement que nos sociétés sont handicapées en fait. Malades? Oui, handicapées, assez handicapées pour des raisons d'éducation, pour des raisons d'information et de formation. Ça, il en faut plus. D'accord, alors je voulais lire quelques messages des auditeurs, il y en a plein quand même ici déjà. Alors, c'est sur le 93, 94, 96 et 64. Il y a un auditeur qui nous dit, quand le jeu démocratique est faussé, dès le départ, on ne peut qu'avoir ce genre de parlement. Regardez les processus électoraux dans nos pays, ça frise le ridicule. Le peuple n'est au courant de rien, dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit, à qui la faute si un ministre délibérément refuse de répondre à l'invitation des élus pour des éclaircissements? C'est la question donc, que pose encore cet auditeur-là. Il y a un autre qui nous dit ceci. Pardonnez-moi, il dit je pense que la population est victime de ces députés. Il a écrit un mot que je m'abstiens de lire à l'antenne. Un autre qui nous dit au Togo, c'est les partis qui choisissent les candidats et non le peuple. Oui, on choisit les candidats. Il y a eu une élection quand même. C'est parce que vous voulez faire ce que dit Gérard Michel. Non, ce qu'il disait. Il dit qu'on n'aime pas la démocratie. Je dis non. Nous sommes en tout cas peut-être au stade de balbutiement. Nous, par exemple, nous avons emprunté le chemin de la démocratie. Maintenant, les difficultés, elles sont inhérentes et nous devons prendre compte pour pouvoir faire mieux demain. Parce qu'il n'y a pas un pays où on va dire la démocratie, c'est pas le réservoir où les gens vont puiser. Vous avez regardé en Afrique, c'est les pays où on pensait qu'ils étaient ils ont fait 3-4 pas en arrière. Donc, c'est de faire en sorte que les résistants, parce que la démocratie n'arrange pas, en tout cas les principes démocratiques n'arrangent pas tout le monde. C'est de faire en sorte que ceux qui résistent à ce genre de situation comprennent que la démocratie a des principes
et nous devons nous plier. Ouais. Et donc, ce n'est pas facile. Ce que Gérard dit, peut-être il observe des choses, il se dit que si vraiment on a des démocratie, ça devait se faire comme ça. Mais bon, il y a quand même des choses que nous capitalisons aujourd'hui et d'autres choses peut-être viendront après. On ne peut pas tout rejeter, dire que non, on n'est pas quand on fait ce débat aujourd'hui, je vais parler de la culture politique, culture civique. Oui. Est-ce que c'est pas de la responsabilité de nous tous finalement, de l'État, à l'école, qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants, nos petits frères, à nos petites sœurs, sur la question d'éducation? J'étais sur ce point, j'étais d'accord. Il dit, il ne laisse pas ceux qui nous gouvernent, mais c'est nous tous. Parce que, regardez, par exemple, quand vous prenez la télévision nationale, les débats politiques, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ou bien vous en suivez. Moi, il n'y en a pas. Ils avaient essayé. Il n'y a pas de débat politique. Et il n'y a pas le civisme. Le dernier qui a capoté, c'est ce débat-là. Avec donc, bon, sur les radios privées, il y a des débats, mais le plus souvent, c'est entre nous, journalistes. Les hommes politiques rares, ceux qui montrent le doigt. Sinon, ils ont tous abandonné. Depuis 5-10 ans, le terrain n'est réservé qu'aux journalistes. Ils ont tous abandonné. La dernière fois, je posais la question à un de nos professeurs à l'école. J'ai dit, mais il y a un problème. On dit, nul n'est censé ignorer la loi. On nous applique des choses. Le droit, là, ce n'est pas tout le monde qui fait le droit à l'université. Ceux qui font le droit à l'université, quand on prend leur proportion par rapport à la population. Mais à la justice, on vous applique à un paysan de Djarbana, on l'applique que le droit, que nul n'est censé. Alors qu'il n'est au courant de rien. Il ne connaît pas. Il ne connaît même pas. Et nul n'est censé ignorer la loi. Mais alors que le droit n'est enseigné à personne, à une minorité de tout le monde. Donc, de cours primaire jusqu'au collège, jusqu'au lycée, jusqu'à l'université, même ceux qui ne sont pas à la faculté de droit, mais on doit avoir quelques bribes d'informations du droit. Sinon, mais ce qu'on fait aux paysans dans les tribunaux, là, c'est anormal. Parce qu'ils ne savent rien, mais vous les appliquez. Je vous coupe pas la parole, mais beaucoup de nos concitoyens, il y a très peu qui savent que quand on insulte quelqu'un dans la rue, que c'est passible de prison, de peine de prison. De peine de prison. Oui. Combien sont-moi à savoir ça? Voilà. Que quand vous insultez quelqu'un en pleine rue, salaud, le juge prend. Quand vous arrêtez, on vous met en prison. Mais on vous lit les articles, le paysan, il en sait quoi? Même ceux qui sont à l'école, ils ne connaissent pas le droit. Mais on nous sait le droit français, on nous applique. Oui, j'ai posé la question, il dit, mais voilà, c'est ça, mais bon. On fait comment? Bon, on fait le droit français, mais togolisé un peu. Bon, on a pris ça de là. Voilà. Non. Donc, c'est pour dire que nous avons du chemin à faire. La culture politique, tu as parlé de ça tantôt, la culture politique. Mais vous savez que souvent les hommes politiques, ils n'aiment pas ceux qui savent, ils n'aiment pas ceux qui connaissent un peu. Vous voyez? Donc on veut que tout le monde, l'ignorance profite seulement aux hommes politiques. Tout homme politique confondu, l'ignorance politique, ça a les avantages. Parce que, rappelez-vous, aujourd'hui, dans nos villages, dans nos fermes, il y a un phénomène. Vous savez que les gens sont allés à l'école, il y a des gens qui ont fait 2 ans à l'université, ça ne va pas, ils sont retrouvés au village. Mais c'est difficile que tu viennes en cravate, avant que les gens commencent à raconter ta vie. Mais les gens vont monter le doigt, ils vont te dire les choses. Il y a 15-20 ans, c'était difficile. C'était difficile de trouver des gens comme ça, lettrés, mais qui se retrouvent au village. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, et ce monsieur qui est retourné au village, ou cette dame qui a tenté le camp, ça ne va. Mais quand vous dites que vous partez, il explique ou elle explique à sa mère ou à ses parents que non, ce qu'il a dit là, c'est faux. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est comme ça progressivement, les choses doivent évoluer. Parce que, mais il y a des choses qu'on ne veut pas qu'on sache. Il faut reconnaître ça. Tous les hommes politiques ne veulent pas que les gens soient au courant parce que ça va les être difficile lorsqu'ils vont mettre pied sur le terrain. Ah oui. Parce que les gens vont résister, les gens ne vont pas avaler. Parce que l'autre phénomène, quand on parle de la démocratie, parce qu'on est parti de l'Assemblée nationale, c'est la jeunesse qui ne s'intéresse presque plus à la politique. Et ça, pour une nation, c'est un danger. Mais comment en est-on arrivé là à ce que cette jeunesse a abandonné totalement la politique? C'est-à-dire qu'on dit,
Manotonye via Diko. C'est-à-dire que des gens veulent faire ce qui va me faire manger. Moi, vos histoires là, je ne suis pas dedans. Mais, et le pays, là, on fait quoi, Sylvestre? Vous savez, en réalité... Il y a un auditeur qui me dit que, alors que le Togo est à plus de 70% analphabète. Bon. Oui. Je ne sais pas quel chiffre, mais bon. Voilà. Bon, en réalité, la politique, c'est un domaine... Non, c'est un chiffre erroné. Je ne connais pas le chiffre de ça. Oui, non, mais c'est un chiffre erroné. Peut-être qu'il va donner plus de précision là-dessus. Allez-y, Sylvestre. Oui, je disais qu'en réalité, le domaine politique doit être un domaine assez intéressant. Parce que c'est un domaine donc, de débat d'idées. Oui, ça vise. Oui. Mais lorsque nous... Non, si doit être un domaine intéressant, c'est un domaine sans risque. Oui, c'est un domaine où il y a de risques, ça devient désintéressant. Justement, c'est là où je dis, en fait, mais en parlant donc de notre pays, le Togo, et la manière dont on fait la politique, ça devient véritablement dangereux. C'est pourquoi beaucoup n'aiment pas véritablement aller sur ce terrain-là. Puis moi, je ne fais pas la politique. Moi, je ne veux pas faire la politique. Alors, si tu ne fais pas la politique, c'est elle qui te fera. Ah oui, bien sûr. Parce que les gens vont prendre des décisions qui vont t'engager. Oui, bien sûr. Voyez-vous? Qui vont impacter ta vie. C'est cela. Mais la manière, c'est-à-dire que la politique au Togo, c'est brutal. C'est stressant. Non, au-delà du stress, mais si cela ne tient qu'au stress, je crois que ça ne dérangerait personne. Mais c'est-à-dire que c'est un jeu violent, c'est brutal. Et personne, aujourd'hui, au niveau donc des jeunes, ne veulent pas essayer. Parce qu'à l'époque, il y avait des jeunes aussi qui ont fait la politique et qui sont partis un peu tôt. Quand je parle par exemple, c'était un jeune. C'était un jeune. C'est bon, les entre guillemets, les venus de France à l'époque, c'était tous des jeunes. C'était tous des jeunes qui sont venus à la politique et tout. Mais nous avons vu la manière dont beaucoup ont fini. C'est-à-dire que ici, tu portes donc une contradiction à un politique, on t'attend au tournant ou on te cherche à te faire la peau. Alors, devant ces genres donc, de situations, vous verrez que c'est ce qui crée donc le désengagement au niveau donc de la jeunesse. Et même si on revient même dans notre corporation, aujourd'hui, vous allez peut-être dans une école de formation donc des jeunes, c'est des journalistes, vous leur posez la question, qu'est-ce que vous voulez faire? Tel te dit, bon, moi je vais faire donc, moi je veux journaliste sportif, moi je vais faire l'animation, moi je vais faire la présentation, mais c'est moins risqué. Oui, vous ne venez pas dire non, là-bas c'est dangereux. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, personne ne veut nous remplacer. Oui, ils ont semé, c'est-à-dire que le pays a semé cela en tête. Allez peut-être à Ezika, vous verrez que les gens sont réticents, dit. Il y a plus de communicants même. Oui, plus de communicants. Et même au sein même de la presse aujourd'hui, il y a plus de communicants que de journalistes. Non, c'est cela. Il y a plus de communicants que de journalistes. Foya Singbe est allé donc au Japon, il est revenu, et puis ça s'arrête là. Les gens ne veulent plus oser même les analyses. Les gens ne veulent plus oser les analyses parce qu'on se dit, c'est là où on risque donc de me coller quelque chose et puis je peux passer la hack matin au tournant. Et puis les gens sont réticents. C'est-à-dire que oui, on communique, le chef d'État est allé, il est revenu. Le premier ministre est allé là-bas, il est revenu. Et puis on le quitte. Parce qu'on sait qu'au moins il est allé, il est revenu. Voyez-vous? Maintenant, qu'est-ce qu'il est allé faire? Personne n'ose le dire. Personne ne veut aller sur ce terrain-là. C'est comme la semaine dernière. Pourquoi on le dit? Non. Il a rencontré telle personne. Ils ont échangé sur des questions bilatérales. Des questions bilatérales entre le Togo et puis ça s'arrête là. Il va négocier l'énergie renouvelable. Parce que on le dit. C'est tout dire. La dernière fois, la semaine dernière, toute la presse togolaise a dit que le président Faure Gnassingbé est allé au Congo pour rencontrer Denis Sassou Nguesso, mais personne ne nous a dit ce qu'il allait faire. Ouais. Non, c'est pour réchauffer les laines d'habitat et le Togo. Vous savez, les laines qui entre le Togo et le Congo. C'est une vie. Est-ce que, bon, attends, dans une année, combien de fois le chef d'État va au Congo? Dans 2023, il est allé peut-être 2 ou 3 fois. Il va régulièrement même. Il va régulièrement. Donc c'est un énième voyage du chef d'État. Donc bon, on sait que nous avons de bonnes relations avec... Donc le chef d'État est allé au Congo, il est revenu. Mais jusque là, vous n'avez pas dit ce qu'il allait faire précisément la dernière fois. Mais non. C'est pour dire... Mais si tu le dis, on va dire, où est la preuve? Où est la preuve que le chef de l'État... Non, qu'on vous a dit que c'est une rencontre d'amitié et de travail. Arrête-toi là. Maintenant, si toi tu vas dire qu'il est allé voir donc
le président, tu donnes une ville, on dit non, il n'était pas d'accord. On est en train de parler de désengagement de la jeunesse de la politique. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on dit la classe politique, elle est vieille. Oui. Parce que vous l'avez fait bien la dernière fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ces élections législatives vont passer, elle est vieille, mais elle doit continuer. Attendez, parce que ça, on ne fait pas très souvent cette analyse-là. Oui. Le mandat qui arrive, c'est 6 ans. Oui. Et ce qu'on voit maintenant là, ils ont quoi, 79 ans, 78 ans, 80 ans pour certains. Oui. Et quand ils ratent ça, c'est fini. Mais derrière, il n'y a plus rien. Derrière, c'est pas évident. Il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. Vous avez fait l'analyse dans votre journal. Derrière, il y a rien. Parce que lorsque vous le prenez, après, bon, c'est vrai qu'ils peuvent vouloir continuer, mais il y a quand même l'âge. Il y a quand même l'âge et puis le physique qui va également jouer à ce niveau. Maintenant, derrière, il n'y a rien. Parce qu'on a vu des gens qui, même à 53 ans, sont présidents donc, de la jeunesse du parti. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'on a tellement fait que, au niveau des partis politiques, que ce soit, mais je crois qu'au niveau de UNI, c'est comme s'il faut un peu d'effort. C'est-à-dire qu'il y a une jeunesse qui arrive, mais une jeunesse qui continue à faire, donc à marcher dans les pas donc, des vieux. Et ça risque donc de leur poser un préjudice plus tard. Maintenant, au niveau donc de l'opposition, il y a presque plus de jeunes. Voyez-vous, c'est pourquoi vous verrez que c'est presque du moins c'est les hommes de 90, si vous voulez qu'on les appelle comme ça, les leaders de ceux qui ont connu donc on a connu donc avec les mouvements de 90, c'est ceux-là qui sont encore là. C'est Madame Adjamago, c'est eux qui sont encore là, Jean-Pierre Fabé, tout ça, ils sont encore là. Parce que il n'y a pas une relève au niveau donc de l'opposition. Voyez-vous? Et ça aussi, ça craint pour demain. C'est un problème. Gérard Ouessant. Bon, pour la relève, moi je pense que ça va être spontané. Hein. Et la nature ayant horreur du vide, ben, il y aura toujours des gens qui vont remplacer ceux qui vont partir. La question c'est, ils seront des gens de quelle qualité, de quelle trempe, de quel acabit. C'est ça le... Parce qu'ils n'ont pas été préparés. Ah, bon, peut-être qu'ils seront mieux. En 90, on a vu les venus de France, entre guillemets, il en a parlé tout de suite, je crois, Sylvestre. Oui, Sylvestre, oui. Donc, il y a toujours quelque chose qui vient remplacer le vide. C'est vrai que les Togolais ont peur de la politique. Je me rappelle, il y avait un professeur à l'université, il dit, ce que vous faites là, c'est autant derrière moi. Ce que vous faites là, c'est très derrière, je suis derrière vous. Mais loin derrière vous. Il a pris soin de préciser ça, c'est-à-dire que la peur n'a pas commencé, c'est pas aujourd'hui. Oui. Mais il faut distinguer quand même deux choses. Il y a une différence entre faire la politique et s'intéresser à la politique. Parce que faire la politique, c'est ça qui peut être dangereux, sous nos cieux-là, dans nos républiques bananières là, mais ça n'empêche pas de s'intéresser à la politique. Je vous ai dit dans ce studio qu'un jour, j'étais dehors à notre rédaction, on voyait les lycéens sortir. On leur a demandé de nous citer les ministres qu'ils connaissent. Je vous jure, aucun ne connaissait aucun ministre. Même le premier ministre. C'est un seul qui a dit, ça s'appelle Victoire. On dit Victoire quoi? Il a commencé à se gratter la tête. C'est même pas, il ne connaît pas son nom de famille. Donc ça veut dire que là, on ne leur demande même pas de faire la politique, on leur demande juste de s'intéresser à leur pays, de s'intéresser à la politique. Ils ne sont même pas intéressés. Moi, je pense qu'il faut faire cette différence-là entre s'intéresser à la politique et ce qu'on demande au commun des mortels, à tous les citoyens, de faire de la politique. Ça, c'est un engagement qui, bon, peut amener le pouvoir, qui peut amener la prison, la mort. En tout cas, c'est un choix. Il y a un auteur qui dit que les jeunes et même les parents considèrent aujourd'hui la politique comme un danger. Non, ça dépend. Faire la politique comme un danger, d'accord. Mais s'intéresser à la politique, ça n'a jamais été un danger. Écouter la radio, écouter une bonne émission, acheter un journal pour lire, pour savoir ce qui se passe dans le pays, mais qui a déjà arrêté quelqu'un pour ça. Oui, il peut y avoir des jeunes qui ne sont pas affiliés à un parti politique, mais qui peuvent nous écouter, intéressés par le débat politique, et qui appellent et qui disent ça, je ne suis pas d'accord, ça, je ne suis pas d'accord. Est-ce que ça soit dangereux? Non, il est intéressé par... Sinon, nous, on serait en prison depuis. Donc, il faut quand même reconnaître qu'au Togo, il y a quand même une marge de liberté. Ce n'est pas quand même les années de plomb, quand même. Donc, on peut s'intéresser à la politique sans courir de risques. Mais là où moi je trouve que c'est déplorable, c'est que ceux qui dirigent le pays, certains du moins, la grande partie, font tout pour désintéresser la jeunesse de la politique. Quand vous regardez la TVT, bon,
On ne parle pas de politique, on nous parle de renforcement des capacités, on parle d'encore tout ceci. Et c'est soporifique quoi. Ça, c'est pour faire dormir, c'est pour endormir les gens. C'est-à-dire qu'une information soporifique, comme on dit, on dirige les choses pour que les gens s'endorment. Et évidemment, ça a son effet. Quand vous prenez par exemple les déclarations du ministre Yak qui dit aux étudiants, l'université, c'est pas pour réclamer des choses. C'est pas pour s'intéresser à la politique. On vous a mis là-bas pour étudier. Vous voyez, quand un est né, un ministre de surcroît dit ça aux étudiants, c'est normal qu'ils pensent que la politique, c'est pas pour eux. C'est pas la peine de s'intéresser à la chose. Même le ministre même nous a dit que nous on est là seulement pour apprendre. Or l'université, c'est le haut lieu de réflexion où on se pose des questions sur tout. On remet tout en question et c'est ça qui permet de bâtir un avenir meilleur. Mais voilà un ministre qui nous dit, faut pas vous intéresser à la politique, allez seulement étudier ce qu'on vous met dans les cahiers. Ce n'est pas possible. Je disais la semaine dernière à un homme politique, je peux dire son nom, c'est Roméo Olympio, l'enfant de Robert Olympio. Et il faisait des raisonnements, il dit, écoutez, vous les politiciens d'ici là, si on affrète un avion, on met 300 dedans, on vous amène en Europe, vous faites la politique un mois, l'avion reviendra vide, parce que vous serez tous en prison. Parce que nous faisons des choses qui sont en fait punies par la loi ici. Nous ne comprenons pas la politique. Le clientélisme, l'achat des consciences, la violence, tout ça là, vous faites ça ailleurs, on vous met en prison tout simplement. Donc ici, la politique a été tellement dévoyée, a été tellement, comment dire là, on a changé tellement la nature de la discipline que nous croyons faire de la politique alors que nous ne faisons pas de la politique. J'ai encore une petite minute pour passer au sujet. Vous voulez placer un mot, oui, Michel, rapidement. Oui, je pense que Gérard disait quelque chose de très intéressant. Il dit, s'intéresser à la politique est différent de faire la politique. Oui. C'est quand on s'intéresse à la politique qu'on finira par faire de la politique. Naturellement. Et c'est ça qu'il faut aux Togolais. Que les gens ne se disent pas que non. Il faut qu'on s'y intéresse d'abord. Il faut qu'on s'y intéresse. C'est ça qui va ouvrir les yeux les gens. Mais jusque dans les campagnes, s'intéresser. Quelqu'un fait quelque chose, on dit, mais pourquoi? Pourquoi ceci, ça, pourquoi pas ça? Voilà. C'est comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir raconter sa vie, repartir comme ça, on l'applaudit. Il y a des actions politiques qu'on peut poser. Voilà. Et actuellement, en France, avec les agriculteurs et consorts, et puis, ils posent des actions politiques. Et quand les jeunes s'intéressent à la politique, ils s'intéressent à la politique. Pour s'intéresser à la politique, il faut initier des débats. C'est quand les gens suivent les débats, ils comprennent ce que c'est. Il y a des concepts qu'il faut définir, il y a des problématiques qu'il faut mettre sur la place publique. Et les gens, quand les jeunes suivent, ça peut créer des émules. Ça peut faire des émules. Ça peut les susciter. Ça peut éveiller en eux le talent de s'intéresser à la chose publique. Vous comprenez? Et puis, que les jeunes n'attendent pas qu'un jour que ceux qui sont leurs dévancés disent, bon, aujourd'hui, nous, c'est bon, venez prendre. Non. C'est pourquoi j'avais dit sur certains médias que, mais, il faut appeler à des rébellions entre griffes de la jeunesse par rapport aux partis politiques. Cherchez à... Révoltez-vous. Enfin, pas non, pas se révolter. Oui, mais ça y est, vous. Dites-vous. Dites que non, nous voulons ces places-là. Mais on vous chassera. Non, mais quand vous existez, non, attendez, oui, mais c'est à vous de vous organiser. C'est ça le Togo. Julius Malema, on a chassé ou pas? Oui. Comment vous l'appelez? L'autre, quoi, bébé, le Livarien, comment on l'appelle, le ministre de la Réconciliation. Le Goudé. Non, Kakabé. Mais on a répudié, on a chassé. Mais il faut voir sa position aujourd'hui. Ils sont pleins au Burkina, et c'est pas dans quel pays aussi. Mais pourquoi? Parce que si vous voyez que vous êtes jeune, vous avez cette façon de parler, que vous êtes écouté. Si vous êtes dans un parti politique, cherchez à vous positionner. Et ce n'est pas aisé. Hein. Ce qu'on dit là, ce n'est pas de la carotte. Hein. C'est pas aisé. Mais réclamez. Vous ne pouvez pas militer. Vous voyez, c'est pourquoi dans ce pays, quand on fait la part belle aux femmes, je suis d'accord. Que ce soit à l'Assemblée, au gouvernement, je suis d'accord. Vous savez pourquoi? Bientôt, vous allez voir, on va transporter des femmes comme du bétail.
circuler partout, c'est elle sous le soleil, dans la pluie. Bétail électoral. Électoral, j'allais dire. Bétail électoral. Et juste après, quand les élections vont finir, on les oublie. On les oublie. Non. Non, elles doivent faire partie, être au cœur. Vous voyez, c'est comme ça les jeunes. Vous allez voir dans peu de temps, aucun sacrifice n'est trop grand. Tous les partis politiques là, c'est leur slogan. Que ce soit l'opposition, les partis proches de l'opposition, proches du pouvoir, c'est la jeunesse. Mais regardez la jeunesse. Aidez-moi à la regarder. Regardez la jeunesse togolaise. Est-ce qu'elle est suffisamment écoutée? Est-ce qu'elle est suffisamment embarquée? Bien. Voilà. Donc, monsieur, merci beaucoup. C'est, encore une fois, c'est à la population de pouvoir comprendre que la politique, ce n'est pas réservé à certains. Ils n'ont pas passé un concours pour ça. Bien. Alors, je vais dire comme ça. Juste un mot. Moi, quand je vois les chefs de parti circuler à Zémidjan, je me pose beaucoup de questions. C'est juste ça que je veux dire. Vous avez dit quoi? Donc, des chefs de parti qui sont à Zémidjan. Moi, j'en ai vu beaucoup. Vous finissez une émission, ils cherchent Zémidjan, ça va. Vous voyez l'état de pauvreté dans lequel les leaders de parti sont. Ben, c'est n'encourage pas la jeunesse. C'est à vomir. Ça n'encourage pas la jeunesse. Ça fait peur. Les députés, même dont nous parlons là, après une législature, regardez dans quel état les députés sont. Les gens, ils n'ont même pas de cabinet. Maintenant, les anciens, ils sont organisés. Mais ils n'ont rien. Ils n'ont même pas de cabinet. Ça dit qu'ils n'ont pas, par exemple, un juriste dans leur cabinet, un économiste. Gérard, mais vous les voyez, c'est après leur mandat, c'est hors mandat ça. Ouais. Mais quand ils étaient au mandat, dans leur mandature là, il faut voir ce qu'ils disaient aussi. Il faut se rappeler ce qu'ils disaient. C'est pas parce que quand ils sont sortis qu'ils vont commencer, ils voient la réalité, ils vont commencer. Ce que nous disons ici là, ça vaut pour tout le monde. Hein. Ouais. Ça vaut pour tout le monde. Nous voulons un monde meilleur pour nous tous. Non, je veux qu'on aille vite. Excusez-moi. Il y a un auditeur qui dit par exemple que c'est le manque d'alternance au Togo qui donne l'impression que les gens ne s'intéressent pas à la politique. Tout est statique. On pense que la politique, c'est pour les autres. On n'a pas la chance d'accéder à quoi que ce soit si on n'est pas avec eux, avec ceux qui sont au pouvoir. C'est ça. Et puis, quand je parle de l'alternance, c'est pareil pour les partis d'opposition aussi. Depuis des années, c'est les mêmes noms que nous écoutons. Il dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui me dit ceci. Il dit, Michel Tchadia a tout dit. Les intellectuels villageois ont fait un bon boulot au sein de nos parents. C'est ce qu'il écrit. Le terrain serait difficile aux nouveaux prétendants à la magistrature. Les jeunes au village sont très remontés contre ces députés qui sèment du désordre dans les chefs cantons et chefs de village. Et puis il y a un élément aussi important aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu ne peux plus cacher une information. Mais la vieille qui est là et qui voit au moins une vidéo passer où on parle ça, l'anglais comprend facilement. Oui, bien sûr. Voyez-vous, c'est pourquoi les stratégies qui vont être mises en œuvre pour ces législatives-là, ça va être autre chose. Et le terrain aussi va être dur. Non, parce que aujourd'hui, ça dit, les gens, mais il faut quand même des gens qui puissent nous représenter valablement, défendre, nous aider à comprendre. Et j'ai apprécié, je crois, un ressortissant de la région donc, du Grand Nord, qui a fait une vidéo et qui dit déjà que ceux qui vont représenter donc le Grand Nord, c'est-à-dire j'ai suivi ça aussi. Il est clair, j'ai apprécié. Voilà. Ceux qui doivent représenter maintenant la région, il faudrait quand même qu'on puisse faire le bon choix. Et c'est important. Il faudrait plus venir donc au Parlement dormir après. Bon, ils vont lever la main à la fin du mois. Bon, au moins ils ont le magot et puis bon. Comment ils vont faire le bon choix? Regarde la précipitation dans laquelle les élections sont organisées. Moi, si demain, en avril, je m'avais voté, je vous dis, je ne connais même pas encore mon candidat. Je ne sais pas son parcours, je ne connais pas sa moralité. Je ne connais rien. Et ça, moi je suis journaliste. Non, je crois que c'est à partir d'aujourd'hui, c'est à partir de ce matin que les gens commencent le dépôt des dossiers. À la fin du dépôt des dossiers, le 28, on dépouille, on donnera les noms. Et à partir de ces noms-là, je crois qu'on aura des émissions avant le 13 avril. C'est pour dire que le temps est très les noms avant, c'est toujours comme ça, on ne va connaître les noms des gens avant les élections. C'est pas une histoire de nom, mais moi, je pense que c'est une atmosphère, un environnement général qui nous permet de nous connaître, de connaître les acteurs politiques.
Voilà, quand on sait que telle personne est DG de ceci, ben, il est marié, il a tel nombre de femmes, on connaît un peu quel candidat. D'abord, le problème c'est que nous votons pour des inconnus, de parfaits inconnus qui sortent de nulle part. Et puis bon, on se dit, mais il est très beau. Nous sommes dit, déjà, après donc le dépôt et la clôture de la liste, on aura les noms. Ce que je parle là, c'est le timing, le temps trop court et aussi le fait que les médias ne fonctionnent pas bien. C'est les deux points que je veux expliquer. S'il y avait des médias qui communiquent, il y avait une... Cette fois-ci, ce sera différent. J'espère que les noms vont sortir. Je vous assure, vous allez voir. Parce que cette fois-ci, on ne va pas caresser les gens dans le sens du poil. Hein. Et là, il faut parce que 5-6 mois qu'il dit ça, je pense qu'on peut compter sur lui. Il ne faut pas faire du cadeau aux gens. Je veux bien le croire. Non, il faut. Moi, je connais les femmes, je sais déjà, les ténors là, mais sur les 113, les 213 là, c'est 213 non? Oui, député, siège, 113 sièges. Combien j'en connais? À Lomé, quand on prend la liste de Lomé, le grand Lomé, combien j'en connais? Et ça, je suis journaliste. Imaginez quelqu'un qui s'occupe de ses affaires, il est technicien. Non, 113, c'est ceux qui iront, mais les candidatures, c'est des milliers. Est-ce que vous savez... Non, moi je parle souvent des sièges. Est-ce que vous savez au moins... Est-ce que vous savez au moins que les élections communales, 2026, on doit élire de nouveau... Ah oui. Après, juste la présidentielle. Depuis 2019, ils sont là. Depuis 2019, ils sont là. Mais que nous avons de la permanence à connaître la limitation de nos communes. Oui. Non, là-bas, c'est un fiasco. Vous demandez à quelqu'un, tu es dans quelle commune à Boignivet? Il dit, c'est pas... Non. C'est un problème, ça. Là, Eric, un jour, tu nous inviteras pour ça, parce qu'il y a beaucoup à dire. D'accord. Par rapport au maire, au conseil. C'est-à-dire que cette première mandature des conseillers, autres là, ça c'est un autre débat que tu nous inviteras, on va le faire correctement. Il ne faut pas mélanger ça aujourd'hui. Messieurs, merci beaucoup. J'ai des messages, mais je vais les réserver encore pour la suite. On va aborder le sujet de la CET. Surtout les perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique. Depuis quelques semaines, les Togolais ont de la peine à savoir le problème réel que rencontre la CET. On en était là lorsque, je crois le 16 passé, je crois c'est vendredi, je crois, la CET qui sort un communiqué qui nous renseigne que le problème qu'il a risque de ne pas être réglé dans les meilleurs délais. Parce qu'elle avait prévu revenir à la normale le 8 février, mais il se passe... Oui, malheureusement. Il se passe qu'au Ghana et au Nigeria, il y a des problèmes et donc du coup, voilà. Non, je me serrerai encore la ceinture. Mais est-ce qu'on nous dit tout là, Sylvestre? Bon, tout comme quoi. Je crois que, entre-temps... Le problème qui se passe avec la CET. Je crois qu'il fut un moment, le Nigeria nous avait menacé. Bon, pas uniquement le Togo, mais le Bénin. Oui. Et donc, on doit donc beaucoup donc il y a beaucoup de dettes à payer en ce qui concerne donc les fournitures et tout ça. Bon, je ne sais pas si entre-temps, ça a été fait. Mais je ne veux pas justifier cela par les copies que nous avons. Je m'en tiens peut-être au communiqué de la société qui dit que parce qu'il y a des travaux donc au Ghana et au Nigeria, et donc nous sommes, disons, la société se victimise, quoi. Donc nous sommes victimes donc des travaux dans ces deux pays-là, et donc ça risque encore de perdurer. Mais moi je crois que ce communiqué est peut-être une honte nationale. Ah bon? Oui, c'est une honte nationale parce que après 64 années... Attendez, excusez-moi. La CET rencontre des difficultés depuis plusieurs semaines et on l'accuse de ne pas communiquer suffisamment sur les problèmes réels. Elle sort un communiqué pour nous dire qu'il y a des problèmes sur son réseau, surtout avec son partenaire du Ghana et du Nigeria, et que les efforts sont en cours pour revenir à la normale. Vous dites que c'est un communiqué honteux? C'est une honte nationale. Pourquoi? Parce que donc ça veut dire que si le Nigeria et le Ghana, si les travaux qui sont effectués là doivent durer donc 2 années, ça veut dire que nous allons subir pendant 2 années. En réalité, c'est cela. Parce que les travaux sont censés finir le 8 février. Mais puisque là, il y a pas un certain nombre de dispositions pour qu'on soit dans le délai,
Alors la CET nous dit, nous allons quand même subir jusqu'au jour où ceux-là, les deux pays-là, seront donc arrivés à la fin des travaux. Et après 64 ans, 64 années d'indépendance, c'est-à-dire nous dépendons encore donc de nos voisins. Le Togo, c'est combien donc? C'est 56 600 km². Oui, bien sûr. Et ça fait 64 ans que nous sommes indépendants. Et donc, nous allons continuer comme ça à dépendre des gens. Nous allons continuer à dépendre donc des voisins, si on peut le dire ainsi. Bon, je salue un peu le Burkina la dernière fois qui a commencé à prendre des dispositions. Il y a eu une réunion le week-end dernier. Oui, une réunion le week-end dernier entre les ministres qui se chargent donc de l'énergie des pays de... Il y a le Togo, le Niger et tout ça qui sont... Oui, le Burkina, le Niger, le Mali, le Tchad aussi. Voyez-vous, donc c'est pourquoi je dis... Trouver des solutions. On aurait quand même pris un certain nombre donc, de dispositions depuis des années. Maintenant, ça c'est un fait. Maintenant, il n'y a pas... Bon, nous dépendons de... Maintenant, pour pallier cela, il y a eu tellement de projets. Oui, dans ce sens-là. Il y a eu le contour global. Il y a efficace power. Il y a tellement donc de choses. Mais tout cela, ça donne quoi? Si nous prenons le cas du contour global, c'est plus de 100 milliards de francs CFA qui ont été investis. C'est vrai qu'il y a des partenaires techniques et financiers du Togo qui ont apporté donc une quote-part et le Togo aussi a acheté. Mais lorsque vous voyez un peu l'enveloppe, donc l'enveloppe globale est autour de un peu plus de 100 milliards de francs CFA, qui ne sont pas de 170 millions de dollars. Oui. Voyez-vous? Maintenant, cette centrale-là, Global Contour, a été installée, je crois, en 2010. Ça fait 14 ans. Oui. Mais l'idée, c'est que ce qu'on nous avait dit à l'époque, c'est qu'avec Contour Global, on ne n'aura plus, c'est fini. Oui. On n'aura plus de problème. Parce qu'en amont, je crois, entre 2006 et 2007, il y avait eu tellement de délestage. Exactement. Et on nous avait dit, aujourd'hui, avec tout Contour Global, finissez vos problèmes d'électricité au Togo. C'est ce qu'on nous disait à l'époque. Mais 14 ans après, mais nous sommes encore devant donc le fait accompli. Comme s'il n'y a rien, comme si de rien n'était. Et après... Vous voulez qu'on interroge les gens? Et après, bon, Global est passé. Après, c'est les fichiers SPAR. Et le chef de l'État lui-même, il est allé là le 26 avril. Et fait l'inauguration. Le lendemain, quelques semaines après, je crois c'était le 11 juin, je crois. Incendie, c'est fini. Vous voyez? Donc, tous ces projets-là, censés donc régler le problème, ça n'a aussi rien donné. Finalement, on fait quoi? On attend le Ghana, le Nigeria. Oui, et clairement. S'ils finissent, on repartit, ne finit pas, on subit. Bon, on ne sait pas si l'émission va continuer jusqu'à là. Je n'ai pas vérifié si je vais couper dans notre zone aujourd'hui parce que la semaine dernière, ça a été la cata. Bon, enfin. L'accélère. D'accord, ok. Ça m'a empêché, mon cher Michel Teda, de faire son émission samedi dernier sur la radio. Mais quand Sylvestre parlait de rente, vous vous acquiescez. Vous êtes d'accord avec lui? Oui. Le communiqué de la société. Oui, le communiqué actuel, ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est un peu nauséabond. Ah, oui. Carrément? Oui. Pourquoi je le dis, c'est que moi, je suis clair. La CTP connaît des problèmes. La fourniture de l'énergie électrique connaît des problèmes. C'est normal. Ce n'est pas à tout moment que ces choses arrivent. Quand ça arrive, de grâce, le premier jour, quand il y a des choses qui ne vont pas bien, il faut alerter déjà la population. Vous laissez les gens vraiment ruminer beaucoup de choses. Les gens aller dans tous les sens. Ça fait la deuxième semaine que les choses deviennent beaucoup plus dures comme ça. Troisième semaine, oui. Voilà. Et c'est maintenant que les communautés sortent. Non, je dis c'est de l'insulte à l'endroit des populations. Quand j'ai vu le commissaire, je me suis senti révolté. Non. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne peut pas avoir des problèmes. Il peut avoir des situations. Sylvain parlait du fait que les travaux qui durent au Ghana et au Nigeria font que ce qu'ils nous donnaient, ils sont obligés de réduire. Et maintenant, nous, on est obligés de subir. Il semble que le Ghana lui-même a carrément arrêté la fourniture. Oui, pour pouvoir se concentrer. Ah, oui, c'est normal. Oui.
Et malgré ça, eux aussi sont des délestages. Exactement, oui. Mais dites-nous, je dis au ministère de l'énergie ou bien à la société, dites-nous que avant la situation, vous avez vu comment les gens se sont vraiment lamentés pendant près de 2 semaines. Et c'est maintenant, vous sortez les communiqués. Mais pour servir à quoi? Moi je dis, ce communiqué-là est révoltant plus. C'est au début qu'on devait nous dire ça. Et les gens savent en même temps que à quoi s'en tenir. Nous avons tel, puisque ça ne dépend pas d'eux. Voilà. Mais dites-nous ça. Pourquoi est-ce qu'il faut aller charlater ou bien consulter un marabout d'abord avant de nous dire ça? C'est ça qui me fait mal. Dites-nous ça et tout le monde va rentrer dans sa coquille. Les gens vont rentrer, les gens vont comprendre et vont vaquer librement et s'attendre que bon, à tel moment, nous on aura des stages, à tel moment, parce qu'on sait le problème pour lequel nous subissons cette situation. Le fait de laisser les gens dans mon quartier, vous voyez comment les gens se lamentaient. Mais la dernière fois j'allais à l'émission, mais c'était là pareil depuis ici jusqu'à Lomé. Bon, au niveau des carrefours, des marchés, mais je me posais beaucoup de questions. Mais jusque-là, personne ne sait de quoi il est question. Non, cette façon de faire, où on prive les populations de l'information, non, c'est révoltant. Et c'est ça qui gêne, Eric. C'est ça qui révolte beaucoup plus les populations. Et le fait qu'on leur dise, on le voit sur les réseaux sociaux. Oui, dites-leur quelque chose. Hein? C'est quoi? C'est-à-dire, on a l'impression que on veut consulter des oracles. S'ils acceptent, de parler, on va nous dire. Mais sinon, qu'est-ce que vous pouvez comprendre quoi par là? C'est ça qui fait mal. Sinon, les problèmes, ils sont connus. Vous savez, le péché originel de ce thé-là, c'est avoir remis le contrôle de notre énergie là à ces voyous français. Contre global. Contre global. Togo électricité là. Ah, okay. Oui. Le gouffre là, est-ce que la société a fini de payer les dettes que les bandits là ont pris la société? Ils ont fait de n'importe quoi. Et ça crée des dettes énormes. Je ne sais pas si jusqu'à ce jour, ils ont fini de payer les dettes. Ils ont traduit l'État togolais même en justice. Ils ont gagné. Ils ont gagné le procès. Ils ont gagné le procès. Le terre a payé. Voilà, il fallait voir les conditions dans lesquelles ça a été fait. Oui. Les conditions dans lesquelles on a remis le marché. Ah, ces gens-là. Ils nous ont créé tout. Les gens étaient à Paris, faisaient des Java sur le contribuable, le dos du contribuable togolais. Le gars était presque tout le temps à Paris. Il vivait bien avec ces... Mais c'est la parenthèse. Qui sont nos concitoyens qui font ça? Mais parce que c'est vrai, la société a, depuis même avant de prendre ça, mais la société ne faisait que quand j'allais dire avant, quand la société a repris le contrôle, mais il fallait payer les dettes qui s'étaient des trous qui étaient là. Partout. Et c'est sur le dos du contrôle. Jusqu'à maintenant, ça pèse sur comment l'appelle-t-on, la gestion même de l'entreprise. Parce qu'on peut pas comprendre que nous, ajouter au fait aussi qu'il y a des gens depuis quelques années, depuis 30 ans, il y a des noms qui circulent dans ce thé-là, énergie-là. Il y a certains noms. Moi, je ne fais pas de la fixation, peut-être, mais je dis à un moment donné, quand l'expertise de quelqu'un, ça m'a changé, un autre, on va voir. Il y a des noms qui circulent. Si la personne n'est pas DG de c'est ministre, conseiller à la présidence, et c'est, ça dit que les mêmes personnes. Ils font, c'est les chaises, ils bougent, ils sont là-bas, et bon, depuis 30 ans, c'est le même nom. Je ne vais pas citer un nom ici, on va dire que c'est Michel encore. C'est le même nom. Il faut quand même à un moment donné avoir le courage. Je vais parler du chef de l'État. Au moins, il y a des experts, togolais, très rompus. Les essais aussi, pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme expertise. Ce que je donne la parole non, ce que je veux juste appuyer, c'est-à-dire les gens qui ont conseillé le chef de l'État à privatiser la société, qui est devenu donc Togo Électricité en ce temps, les mêmes sont encore là, quand on a repris, ils continuent. Vous voyez un peu cette... C'est aussi les mêmes qui ont amené Conto Global. C'est les mêmes qui l'ont amené. Ils sont les mêmes qui ont aussi amené ils sont toujours là. Centrale Technique. À un moment donné, eux qui étaient là, ils se sont dit, bon, en réalité, on ne pouvait plus. Donc, le chef de l'État, monsieur le Président, je crois qu'il faut qu'on privatise la société. Parce qu'il faudrait. Maintenant, on a privatisé la société, ça n'a pas marché.
À un moment donné, on a pris donc des décisions quelque peu unilatérales. On a chassé les gens, ils ont porté plainte, ils ont gagné le procès, on a encore payé. Oh, ils avaient quand même des adouages qu'ils nous ont laissés. On a encore payé. Maintenant, ceux qui ont conseillé le chef de l'État d'aller à cette privatisation sont encore là. Quand on a repris, ils sont encore là. Vous voyez un peu? Donc c'est cela. Et puis on continue avec eux. Et ils sont là, on continue avec eux. Demain, ils vont nous dire, bon, ça ne marche pas, monsieur le président, on va pas encore passer à un autre projet. Ils vont le faire. Ça ne marchera pas. Mais ils sont encore là et on continue. Allons-y. En tout cas, la ministre déléguée auprès du président de la République, Charlie des Mines et de l'énergie, est dans le Sahel depuis quelques jours pour pouvoir discuter avec ses pairs de l'AES et du Tchad pour voir des mécanismes pour pouvoir nous fournir en énergie électrique, on suppose. Gérard, sur le sujet de la sécurité. Donc on va quitter le Nigeria, le Ghana, on se retrouve avec qu'est-ce que on fait de l'énergie? Si ça se trouve en France ou en Russie, on ira. Bien sûr. Gérard, oui, ça. Non, moi je risque de dire toujours la même chose. Hein. J'ai écouté le développement très brillant de mes deux confrères. Mais je me dis, la question essentielle n'a toujours pas été posée. Pourquoi est-ce que les choses sont comme ça? Pourquoi des gens bradent nos sociétés et s'en vont faire la java en France? Pourquoi est-ce que c'est la même équipe qui commet encore les mêmes erreurs? Moi, je me dis, le gouvernement n'a qu'à s'en prendre à lui-même. C'est le gouvernement qui a affaibli les médias. On pouvait avoir des médias dans ta CFM, par exemple, on trouve un spécialiste de l'énergie, un spécialiste de l'économie, tout ça là. On n'a pas d'argent pour payer. Mais pourquoi? Qui a voulu que les médias soient comme ça? Qui a voulu que la société les médias civile... sont privés. Oui, c'est des antennes privées. Oui, mais on peut regardez sur Internet quand vous voyez l'aide de l'État à la presse en France, hein, les gens vont jusqu'à 60 millions. C'est parce que l'État veut faire la part belle aux médias. En France? Il y a non, des pays ici, comme ça, il n'y a même pas match. Quoi. Même le Gabon. Pourquoi c'est la France? Pourquoi c'est la France? Non, je donne l'exemple, ce qu'on peut trouver au moins sur Internet. Ça revient ici. Ah d'accord, c'est plus facile. Même au Sénégal, même au Bénin, tout le monde nous dépasse. Donc, quelqu'un avait intérêt à réserver la petite portion à la presse. Quelqu'un avait intérêt à détruire la société civile. Il y avait des gens comme Veille économique, beaucoup de gens qui dénonçaient les choses avant même que le forfait ne soit commis. Avec des chiffres rapides. Ben, on a tout détruit. Alors, on va s'en prendre à qui? Bon, moi, c'est la première question. Je me dis, il faut toujours se poser la question, le pourquoi des choses. Maintenant, Sylvestre qui disait que on dépend encore des autres. Moi, je crois que tous les pays dépendent, chaque pays dépend de quelqu'un. Hein. Regardez par exemple la Russie. Avec sa toute puissance, la Russie est incapable d'avoir des microprocesseurs. On l'a sanctionné pour ça. Regardez la France. La France dépend de l'Afrique pour le pétrole. Regardez, tous les pays, chacun dépend toujours de quelqu'un. Maintenant, nous dépendons juste mal des autres. Pourquoi? Parce que nous gérons mal. Si, contour global, on a dit nos problèmes sont résolus. Quelques années après, on a encore des coupures. Mais moi, je me dis, quand Sylvestre parlait, je me dis, mais les mêmes personnes qui font le mauvais recensement de la population, c'est normal qu'ils aient le mauvais chiffre et qu'ils aient fait les mauvaises statistiques et qu'ils soient en panne d'électricité entre-temps. Et vous comptez que c'est 1 million de personnes alors que c'est 5 millions. Vous-même, vous n'avez pas bien compté les gens et vous vous retrouvez sans électricité. Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Donc moi, je crois que c'est la société togolaise même qui fonctionne très mal. Ça veut dire que c'est un problème d'ensemble en réalité. C'est un problème d'ensemble. Nous pensons que nous pouvons éliminer certains maillons de la chaîne et pourtant pouvoir bien marcher. Quoi. Vous prenez une moto, vous enlevez la chaîne et vous pensez que ça va marcher. Ou bien vous enlevez le réservoir, bon ça va marcher sans réservoir. Non, c'est un tout. Soit vous avez tout, à part le garde-boue, moi je ne sais pas. Hein. Même le garde-boue, parfois quand vous enlevez, vous avez tellement de boue sur le dos que la moto est inutilisable. Donc prenons la gestion du pays comme un ensemble. Mais je me dis que le problème de l'électricité, en fait, ce n'est pas parce que nous sommes indépendants depuis 60 ans. Hein. La pauvreté n'a pas d'âge. Notre problème, c'est la pauvreté. Nous sommes devant des pays pauvres. On peut avoir deux contours globaux, si on le veut. En Allemagne, j'écoutais sur RFI avant-hier que l'année dernière, ils ont mis plus d'1 million de panneaux solaires. Vous imaginez? Dans un pays où il n'y a presque pas de soleil. Ils ont mis plus d'1 million de panneaux solaires. Nous on s'y intéresse pas. On n'a pas l'argent. Le problème, c'est que nous sommes un pays pauvre. Nous sommes un pays qui ne produit pas, qui ne crée pas de la richesse. Oui, mais l'argent qu'on a mis dans le contour global, oui. Si on avait mis cet argent dans la fabrication, je ne sais pas, des panneaux solaires, est-ce qu'aujourd'hui, on ne serait pas à un niveau? Laissez-moi terminer. Allez-y. Après, on vous dira pourquoi vous n'avez pas mis dans le contour global que c'est une énergie beaucoup plus sûre. Parce que ici, il suffira qu'il n'y ait pas le soleil et vous êtes en panne. Donc, c'est un problème de... Non, l'Afrique, on a le soleil tout le temps. Non. Mais quand même, les panneaux solaires ont leurs limites. Hein.
vous n'allez pas tourner quand même de grosses choses avec de... Non, ils ont leurs limites quand même. L'énergie solaire a ses limites. Bon, pour terminer, je rejoins beaucoup Michel quand il dit que la communication, c'est l'alpha et l'oméga. Ça dit que quand vous refusez de communiquer, d'abord, les gens sont très frustrés. Et quand les gens sont frustrés, ils n'aiment pas leur pays. Ils ne vous aiment pas. Ils ne travaillent pas. Imaginez, on peut dire que si on communiquait, vous ne pensez pas qu'on peut trouver des petites gens, comme on le dit, dans notre société qui vont trouver des problèmes à notre énergie. Ça veut dire que ceux qui nous dirigent pensent et sont tellement convaincus que nous, on ne vaut rien. Eux, ils ont des experts qui font venir du Cameroun, de ceci, du Canada, tout ça là. Et donc, à eux seuls, ils peuvent gérer le pays. Alors que le vrai génie, ça se trouve dans le peuple. Souvent, le vrai génie se trouve parmi nous. Quelqu'un peut écouter une communication sur le pourquoi on a coupé le courant et vous allez voir un petit gars qui va vous inventer une solution que vous n'allez jamais imaginer. Je voyais sur, je crois que c'est toujours France 24, hein, un petit de Gaza, hein, la bande de Gaza, 14 ans, mais comme il vit tout dans le noir, il est parti au marché, il a acheté un petit ventilateur pour produire de l'énergie éolienne et avec ça, il allumait au moins les soirs une petite ampoule. Ça, c'est 14 ans, hein. Et le petit noir n'est pas plus bête que le petit Gazaoui. Oui. Mais voilà. Donc, le génie d'un peuple, c'est il faut piocher partout. Il faut donner l'importance, il faut donner la liberté aux gens de réfléchir et de trouver des solutions, tout simplement. Mais nous, on a pris un chemin que, selon moi, hein, c'est personnel, qui est erroné et nous allons tout droit dans le mur. Le fait de imposer le silence aux gens et dire taisez-vous, nous allons vous développer. Il y a un auditeur qui nous dit que la CET a pour grande sœur la T2. Bon, il semble qu'il y a aussi des problèmes là-bas. C'est des bébés siamois. Ah, d'accord. Carrément, oui, si vous l'avez écrit la dernière fois, des bébés siamois. Alors, il y a un autre auditeur qui nous dit à la CET, tout est à refaire comme dans les autres domaines. La CET a-t-il évalué le dégât que ces coupures ont occasionné, le dégât que ça a occasionné pour nos concitoyens et pour les opérateurs économiques? Bon, sans que c'est à eux de porter plainte et consorts. Alors, ce qui nous désole au Togo, dit un autre auditeur, si la CET ne ment pas dans ses communiqués, elle reste silencieuse. Le président de la République sait ce qui se passe, mais il punit personne. On détourne les fonds et on ne paye pas aux fournisseurs. Les mafieux ont remis toute la CET à des impérialistes, dit donc l'auditeur. C'est un peu dur. Hein. Un autre qui nous dit, est-ce que le Ghana et le Nigeria ne sont pas en train de punir le Togo par rapport donc à sa position vis-à-vis de la CEDEAO et les pays de l'AES? Bon, c'est pas évident. Un autre qui nous dit, il vous envoie ses encouragements, s'il vous plaît. L'affaire des jeunes qui jouent dans les rues, entre les domiciles, devient très inquiétante que le terrorisme. Hier, à Togblé, à Coin. Vous connaissez là-bas? À Coin. Moi, je connais là-bas. J'ai évité de justesse un assassinat au couteau des jeunes qui m'ont blessé avec leur ballon dans ma douche. J'ai appelé le 172, 118, 117, 17 en 20. Que Dieu, c'est Dieu qui m'a sauvé. Il joue jusqu'à 19h. D'accord. Il a demandé de lire, donc c'est pour ça que j'ai lu. Et même si ce message ne concerne pas le débat qu'on est en train de mener, je pense que c'est bon à savoir. Un autre auditeur qui parle de la CET, ce serait bien qu'on puisse expliquer la procédure pour porter plainte contre la CET. Dans un pays normal, la ministre de l'énergie devrait être démise depuis. Ce n'est pas normal qu'après 64 ans, le Togo puisse encore dépendre encore des autres pays pour avoir de l'électricité, dit donc cet auditeur. Voilà, sur ces questions concernant la CET. C'est pas tout, hein. Voilà, vous comprenez que je fais économie. Il y a un auditeur qui me dit, au Burkina, il y a une usine qui injecte de l'énergie solaire dans les installations et la nuit, l'énergie du secteur. Donc, le solaire peut servir, dit donc l'auditeur. Un autre qui nous dit, vous savez qu'en Allemagne, en Occident, en général, il y a des particuliers qui produisent de l'énergie solaire et qui vendent ça à l'autorité. Ouais, quand vous en utilisez trop plein va dans le système. Le système et on vous paye. C'est facturé et on vous paye en ristourne. C'est comme ça les gens arrivent à amortir leur centrale solaire. Alors, un autre auditeur qui nous dit, le problème de la CET, finalement, ils ont sorti un communiqué.
on peut dire que vaut mieux tard que jamais. Maintenant, quelles sont les solutions que le gouvernement propose pour aider la population? Et quelle est, dit l'auditeur, quelle est la réaction de l'association des consommateurs face à ce problème? Et puisque ce problème a causé beaucoup de dégâts, dit donc l'auditeur. Voilà. Avec beaucoup de réactions. C'est vrai que la TCI a communiqué là-dessus. Oui, ce matin. Ce matin, même. Bon, qu'est-ce que la TCI fait? Même la société civile. Ils vont porter plainte. Mais on va leur dire que bon, ça ne leur concerne pas. Oui. Puisque dans le cas donc de Covid-Gate, la société civile a porté plainte, mais on leur a dit non, cette affaire ne vous concerne pas. Allez-y, quoi. Voilà, c'est ce qu'on leur dit. D'accord, très bien. Je voulais vous écouter sur la performance du port autonome de Lomé. On va donner la parole aux auditeurs en 2 minutes. Ça va être trop court quand même. Donc on va reporter sur le confrère de demain. Mais le parcours du port autonome de Lomé, quand on écoute les dirigeants la dernière fois, on est fiers de notre pays, le Togo, qui est classé 4e port de l'Afrique aujourd'hui. C'est quand même intéressant. Oui. C'est intéressant lorsque vous voyez un peu. Sinon, vous avez un sourire narquois. Il y a un sourire au coin, voilà. Non, je crois, parce que je vais revenir quand même sur le sujet mercredi dans nos parutions. C'est vrai, lorsque vous voyez quand même les chiffres, ce sont quand même de bons chiffres. Premier port au niveau donc, de l'Afrique de l'Ouest et 4e sur le continent. Mais, et puis, les chiffres qu'ils ont donnés la dernière fois, je crois qu'il y a une croissance donc, de 32%. 32, quelque chose. Oui. 32, je crois, 32,58%. Oui, 58. Bon, pour dire environ 33%. Et lorsqu'on parle donc de chiffre d'affaires sur l'année 2023, il parle donc de plus de 40 milliards de francs CFA. Je crois que tout ça là, c'est beau. C'est beau, hein, ce sont quand même de bons chiffres. Mais et après? Voilà, quoi. Et après? C'est la grande question. C'est la grande question. Qui se cache derrière ce sujet. Et après, lorsque vous avez quand même ces beaux chiffres-là et que, bon, au niveau du bas peuple, on ne sent pas l'impact direct et positif donc, de ces retombées économiques sur le pays, bon, on se dit à quoi bon? Parce qu'on ne peut pas quand même se satisfaire donc d'une croissance pendant que au niveau donc de la jeunesse, on pourra sur une misère indicible et insoutenable. Voyez-vous, il y a des choses à faire. Je veux véritablement que peut-être la société nous parle un peu sur la RSE, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Quels sont donc les projets sociaux, les programmes sociaux vis-à-vis donc des populations, des couches vulnérables, mais tout ça. J'aurais quand même souhaité qu'on puisse quand même revenir sur cela. Même nous allons quand même revenir sur le débat. On va revenir sur le sujet. Bon, je vous ai vu écrire là, Gérard, vous voulez placer un mot là-dessus? Alors, je vais donner la parole aux auditeurs. J'ai dit bravo, tout simplement. C'est-à-dire qu'au Togo, tu n'es pas noir, tu n'es pas blanc non plus. C'est vrai qu'il y a parfois des très bonnes choses. Si on nous a classé 4e premier en Afrique de l'Ouest, j'ai dit bravo. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le port de Cotonou aussi qui ont chuté dans leurs activités. Ça peut faire gonfler aussi ce que nous faisons. Et donc la conjoncture là peut être de courte durée. Dès que la crise du Haut-Sahel va se terminer, eh ben, il va falloir combattre beaucoup plus. Mais il faut dire quand même qu'au port autonome de Lomé, vous savez combien un grutier gagne, quelqu'un qui conduit le grues là? Non. Ils font jusqu'à 600 000. Des chauffeurs qui sont à 400 000. Ah ben oui, il faut dire quand même que c'est une entreprise, c'est quand même une unité qui marche bien. Bon, ben on ne peut qu'applaudir. Maintenant, quant à la gestion de l'argent la richesse que ça produit, bon, c'est peut-être une autre question. Mais le port, disons que c'est une bonne chose. Messieurs, vos casques, on va prendre les auditeurs maintenant qui ont la parole pour les 5-7 prochaines minutes sur la radio. Alors, vous allez nous appeler sur le 92 60 81 81 pour prendre la parole, pour réagir également sur les sujets qu'on a abordés ce matin à l'antenne. Je pense que mes invités n'ont pas le retour dans le casque. Est-ce que vous pouvez donner le retour sur la table, s'il vous plaît? Tout est bon? Très bien. Il avait fermé sur la table. Vous ne l'avez pas. On va régler ça. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Taki FM. C'est monsieur? C'est monsieur Komla depuis Akoy. Monsieur Komla, nous vous écoutons. Aujourd'hui, les défis énergétiques sont multiples. Vous savez, on ne peut pas vouloir construire un état émergent et dans cette situation, on manque d'électricité. Si, à un certain moment, l'électricité de façon conventionnelle que nous utilisons présente des déficits, il faut aller vers d'autres alternatives. Moi, qui vous parle, à l'instant,
pour ma structure, j'ai été bien obligé d'aller faire des prêts pour faire l'énergie solaire. Je suis à l'obéissance, c'est l'institution qui me l'a fait. Je suis tout, hein. Ça marche? Ça marche. Si vous voulez même, je peux vous donner le nom de l'institution. Vous te racontez de la publicité. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça marche. On vous dit qu'il y a de l'expertise ici au Togo. Les Togolais sont intelligents. Il y a des gens qui font du coup. Si la société ne peut plus couvrir tous ces équilibres-là, il faut aller vers l'alternative solaire. Nous avons aussi la plage. Il faut prospecter pour les éoliennes, etc. On a le vent, on a le soleil. Pour l'autre, ça ne passe plus. Il faut aller voir au niveau du soleil. Parce qu'on a écouté des discours du genre, par exemple, la centrale Tekeli a besoin de gaz naturel. Et donc, c'est ça qui est un peu compliqué pour pouvoir alimenter cette centrale-là. Et donc, du coup, vraiment, tout est difficile. Mais merci beaucoup, M. Komlo. Merci de nous avoir appelé. On a compris l'essentiel. On va donner la parole aux autres auditeurs également qui souhaitent intervenir. 92 60 81 81 ou vous nous envoyez un message sur le 93 94 96 64. Deuxième auditeur, allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Madame Koufou, ma donc on a mis vidéo moi français pour savoir moi donne donc pour aller ma glania to bien traduire. Allez-y moi. Madame Koufou mi awele doji. Madame Koufou c'était moi que de communiquer de que tout il y a ministre qu'on a souvent nyombo il y a ça mo gonya ko ko are Madame Koufou mi mo ko mo podia asu haba mo do da chwe jo kwa ale de mi mo por le ni owo e pour aller quatrième année ne que zo le ni tumo jo jiro et puis à contact à pour aller ni ni après à ma contact ya ma ko pour to mo ke ke o le ko ganga mo ka we tu ma kwa le que toi il me do le que quoi il ka comme combien de como ni futu la ya u yi ko ma wa ya fontolo ya we le ko tu que ya na yo est-ce que vous nous aider à traduire ça? En fait, je demandais les richesses au niveau donc, du port à la serre et aussi au niveau de la société, le fait qu'ils n'ont pas sorti donc les communiqués un peu tôt. Bon, elle estime que c'est une manière donc, de manque de respect. Manque de respect vis-à-vis donc, du peuple. Merci pour cet exercice. Allô? Allô? Bonjour. Oui, c'est Rachid de Toufalo. Monsieur Rachid, nous vous écoutons. Oui, moi je vais parler concernant le truc de nos députés là. Oui, on a certains députés qui sont à l'Assemblée. Je me demande est-ce qu'ils ont un niveau d'études assez élevé. Parce que c'est des gens qui suivent leurs collègues quand ils votent la loi à l'Assemblée. À leur retour à la maison maintenant, ils prennent maintenant le copie maintenant du loi, maintenant ils présentent à leurs enfants. Maintenant c'est leurs enfants maintenant qui les expliquent et ils tiennent leur tête. Ah bon? Oui, on veut plus encore avoir ça à l'Assemblée. Il faut qu'on puisse se mettre Monsieur Rachid, Monsieur Rachid, ce que vous dites là, c'est un fait réel ou bien vous imaginez? Non, ce que je dis, c'est la réalité. Je ne vous montre pas. Si vous voyez ce qui attendez. Monsieur Rachid. Il les regarde dans leur télévision. Si le président parlementaire soulève leur main, je suis soulève leur main pour pouvoir voter cette loi. Monsieur Rachid. Oui, vous parlez du temps du général Yadema ou actuellement? Moi, le problème que je vous attends, je vous ai vu un peu mal, quoi. Je dis, hein. Est-ce que vous parlez du vieux temps ou du temps actuel? Bon. Il ne faut pas que les gens voient de ne rien apporter de concret, ainsi c'est ça autre. Je ne vois pas comment ça, en quoi ça aide la population. Merci beaucoup, M. Rachid. Il y a un auditeur qui nous dit, par exemple, par rapport à la jeunesse, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, il dit les jeunes ne s'intéressent pas à la politique pour plusieurs raisons. Comment tu peux vouloir faire de la politique quand tu es sous le joug de la pauvreté? Quand on te fait croire que pour avoir du boulot, il faut militer au sein du parti au pouvoir. Quand on te fait savoir que tes activités ne pourront pas prospérer tant que tu es de l'opposition, quand on t'embastille ou on embastille des gens pour leur opinion politique, voilà autant de raisons finalement selon l'auditeur qui justifie le fait que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Allô?
Allô, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Deji, je vous appelle de Daravé. Monsieur Deji, nous vous écoutons. Oui. Notre pays, le Togo, ne peut pas être indépendant du côté pays encore à ce moment. C'est la mal-gouvernance. Donc les journalistes là, qui sont avec toi, je les remercie beaucoup. Ils disent la vérité. Notre pays, pas encore vu. Allô? C'est de la signifie. Notre président, l'argent qui prend les voitures, les avions, de chaque mois, il voyage avec des avions. L'argent là, ne peut pas faire quelque chose pour notre pays. Hein? Et les pillards là qui sont partis, ils sont libres à l'air comme ça. Et ceux qui sont des innocents sont en prison. C'est quel pays ça? C'est quel pays qui sont en train de construire pour nous? Dieu les voit, hein? Dieu va les... Le Togo ne les appartient pas. C'est pour toute la population togolaise.